Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Bienvenue sur Africable Télévision. Ce soir, vous avez un thème spécial parce que d'habitude, le thème, c'est quand même un débat entre 2, 3 ou 4 personnes. Mais compte tenu de l'actualité, nous avons eu les réflexes de recevoir ce soir Monsieur Abdelkader Maïga. Nous l'avons invité et Dieu merci, il a accepté notre invitation. Il est le président de Gao Lama Mali et président de la coalition contre la partition du Mali, Igda Malititila. Avec lui, nous allons parler du contexte de la signature de l'accord d'Alger. Nous parlerons aussi des avancées et des difficultés rencontrées et nous allons toujours parler de cet accord-là en termes de la possibilité de sa relecture et s'il le faut, quelles sont les propositions concrètes que M. Maïga a à nous faire ce soir par rapport à la sortie de crise vue de l'accord. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous. M. Maïga, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Dissa. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Mais tout le plaisir est pour nous. Merci. Alors, ce soir, nous allons parler de l'accord. Vous êtes là en tant que Gao Lama Mali et en tant que Igda Malititila. Pouvez-vous nous parler de Gao Lama dans ses objectifs? Merci, M. Dissa. À l'entame de mes propos, je souhaiterais saluer tous les Maliens d'abord et saluer tous les membres et toute la direction de l'association Gao Lama. Et je profite d'ailleurs pour saluer également son Uganda et saluer toutes nos équipes qui sont établies à l'extérieur du Mali et nos conseils qui sont également à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali. Gao Lama est une association qui a vu le jour justement à cause de la crise malienne. Et depuis lors, les hommes et les femmes n'ont cessé de se battre pour pouvoir trouver une solution à la souffrance des populations. Et l'idée est née à partir de l'Arabie Saoudite. C'est une association dont le président même est en Arabie Saoudite et dans la plupart des pays limitrophes, jusqu'au Ghana et autres là, nous avions des ressortissants, des membres de l'association. Mais le cœur de l'association est ici au Mali et précisément à Bamako. D'accord. Donc nous œuvrons vraiment pour qu'il y ait la paix et la stabilité. D'accord. Et comme on va parler principalement de l'accord d'Alger, quelle est votre lecture du contexte politico-sécuritaire dans lequel cet accord a vu le jour? Monsieur Dissa, il est important que les Maliens comprennent que l'accord, quand on partait pour les négociations, pour le processus d'Alger, le Mali n'était pas prêt. Mais le Mali ne s'est donné aucun moyen également pour être prêt. Malheureusement pour nous, à partir de l'accord de Ouagadougou déjà, on a quand même eu une très bonne base pour pouvoir stabiliser le nord du Mali, récupérer les armes et aller pour une paix durable. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, suite à la débâcle de Kidal, finalement, on était obligé d'aller vers un processus pour la paix. Mais malheureusement, là également, on a fait fi de l'accord de Ouaga et même de Ouaga qui a connu quand même les premières heures de cette crise qui a permis à ce que le régime déchu vienne au pouvoir. Donc, quand ils sont partis à Alger, c'est comme un nouveau processus qui commence en faisant fi déjà des acquis. Mais ne pensez pas que nous sommes partis en position de faiblesse parce qu'il y a eu une sorte de défaite à Kidal. Non. Nous sommes partis en position de faiblesse parce que le Mali a envoyé des gens qui n'étaient pas à la hauteur. Le Mali est parti sans proposition concrète quand les pourparlers d'Alger commençaient. Et même lorsque les questions les plus compliquées étaient posées, la délégation malienne, je parle de la partie gouvernementale malienne, plus d'une quarantaine de personnes, de responsables, malheureusement, n'ont pas pu faire face à la situation et aux enjeux sur le champ. Au point où
Ils ont même paraphé l'accord avec plus de 12 pages de réserve, ce qui est une grosse erreur. Parce qu'au même moment, la CEMA a refusé de parapher. Mais comment la CEMA peut refuser de parapher? Et c'est le Mali en tant qu'État qui paraphe avec des réserves. Le Mali aurait pu dire non, j'attends qu'on paraphe ensemble, et le Mali n'aurait jamais dû signer avant la CEMA. Parce que c'est l'État. Donc, malheureusement, je vais vous dire, par exemple, lors de ces négociations d'abord à Alger, la plateforme est partie avec une soi-disant société civile. Je considère tout simplement que c'est une milice, comme la plateforme. La CEMA est partie avec une soi-disant société civile. Mais c'est juste leurs alliés et leurs affidés. Donc, tous ceux-ci ne sont pas mandatés par les populations maliennes. Et malheureusement, ils en ont fait comme si c'était une affaire du nord du Mali. Alors que je me rappelle bien que ça a été dit très souvent. C'est une crise existentielle du Mali. Il fallait impliquer autant la population malienne dans son intégralité. Donc les gens du sud, les gens du centre, les gens de l'ouest, du nord, tout le monde. Mais ça n'a pas été le cas. À telle enseigne que il y a un irrédentiste qui a eu le courage de poser la question à Alger en disant que eux n'ont pas d'autre choix, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Mais ce n'est pas le Mali qui a empêché cela. C'est la CEDEAO, c'est les représentants de la CEDEAO qui s'est battu pour dire non, ce n'est pas possible. On ne peut pas reconnaître un autre État dans le Mali, ce n'est pas possible. Après, ils sont venus avec un État islamique. La CEMA dit non, il faut qu'on ait un État islamique. Ça également, ils ont dit non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas la délégation gouvernementale malienne qui défendait ses positions. Pour une seule fois, on n'a pas vu un vrai débat entre le gouvernement et la CEMA. Ils étaient là, la médiation internationale était là, ils parlaient, mais tu avais l'impression que nos gens étaient muselés. On dirait qu'ils n'avaient aucune idée, aucune préparation. En plus de cela, la CEMA et la plateforme ne se sont jamais rencontrés. Alors que on est dans une situation tripartite. À la limite, on peut dire qu'avec la communauté internationale qui est, on peut dire, un peu neutre, voilà. Mais il fallait qu'il y ait un débat, que les trois parties s'asseyent, que les trois parties discutent chaudement. C'est pourquoi, finalement, l'accord a été proposé par des gens qui ne sont pas les premiers concernés. D'où toutes les dérives que comporte aujourd'hui cet accord-là. Mais quand vous dites que le Mali n'était pas en position de faiblesse au moment de la signature de l'accord, mais plutôt représenté par des gens qui n'étaient pas à la hauteur, quelle faisait finalement la force du Mali à l'époque? Le Mali avait quelle force? La force, c'est le peuple. Pour un président qui est élu à 77%, tu peux faire bouger des montagnes. Et il y avait un processus à Alger. À chaque fois que les négociations avançaient, s'il y a des difficultés ou s'il y a une étape de franchie, on demandait aux gens de revenir à la base pour faire une restitution. Mais c'est ce qui n'a jamais été fait dans le cas du gouvernement malien et dans le cas de la plateforme. Il n'y a jamais eu de restitution. Si le gouvernement malien ou même la plateforme avait eu le courage à chaque étape de venir dire au peuple malien, voilà ce qui s'est passé, voilà les problèmes que nous avions rencontrés, voilà les solutions que nous avions trouvées et nous devrons retourner pour telle situation. Les Maliens allaient être au parfait de la négociation et proposer. Il se pourrait que ce n'est même pas le gouvernement qui allait dire non, arrêtez. Peut-être que c'est le peuple malien qui allait dire on n'est pas d'accord, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est pour vous dire que la position de faiblesse n'est pas un argument valable. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, finalement, à créer Igda Mali Titila contre une coalition contre la partition du Mali au terme de l'accord? Qu'est-ce qui vous a amené à être proactif dans la dénonciation de cet accord d'Alger? Monsieur Dissa, nous avions commencé à travailler sur le projet de l'accord avant cette version.
et c'était quand même un contenu assez dangereux pour le Mali. Et nous avions eu de sources sûres des documents qui demandaient à des gens de travailler et de faire ressortir les raisons pour lesquelles il fallait partir à un fédéralisme. Et dans notre équipe, nous avions dit tout sauf ça. On ne travaillerait pas pour ça, on ne travaillerait pas dans ce cadre-là. Donc depuis là, nous, on avait eu déjà le pressentiment que l'accord n'allait pas être du goût des Maliens. Et finalement, quand la monture finale est arrivée, nous avions regardé, c'est vrai qu'il y a une légère différence, mais il reste toujours très dangereux pour la stabilité du Mali. Et finalement, on était tellement inquiets, mais on voulait attendre voir, avoir une preuve tangible pour pouvoir réellement dire au monde entier que finalement nos soupçons sont fondés et qu'il fallait revoir l'accord ou arrêter de mettre l'accord en application, sinon on allait partir tout droit vers la partition de ce pays-là. Justement, quand on lit cet accord-là, M. Maïga, quelles sont les lignes purement textuelles qui nous conduisent à la partition du Mali? Bon, là, vous m'amenez maintenant, parce que quand vous dites les lignes, il va falloir maintenant que je vous fasse une étude comparative de façon pédagogique de l'accord. Ce qui est dangereux dans cet accord, je vous dis, depuis, il est important de rappeler que les principes pour lesquels le Mali avait quelques soucis sont préservés dans le préambule. Mais dès que tu prends l'article 4, rapidement pour les téléspectateurs, je le lis. On dit: les dispositions de portée nationale arrêtées dans le présent accord seront mises en œuvre prioritairement dans les régions du nord du Mali, sans préjudice des mesures spécifiques convenues pour cette partie du pays. Ces dispositions sont applicables aux régions du pays. Article 4. Dès là, on a la notion d'une loi qui ne se met pas pour l'ensemble du pays. C'est une loi qui fait de la ségrégation. Et ça, ce n'est pas normal. Mais on dit que c'est applicable aux autres régions. Oui, mais on ne peut pas dire qu'une loi commence par une région et se termine ailleurs. La loi, elle est générale. Elle est générale. Ça, c'est déjà une dérive. Maintenant, lorsqu'on vient à l'article 5, dans l'article 5, mesures destinées à assurer une meilleure gouvernance, on dit la mise en place d'une architecture institutionnelle fondée sur des collectivités territoriales dotées d'organes élus au suffrage universel et de pouvoirs étendus. Une plus grande représentation des populations du Nord au sein des institutions nationales. Quelles sont aujourd'hui les institutions dans lesquelles les ressortissants du Nord ne figurent pas? Ça veut dire déjà qu'on n'est pas en train de faire, on est en train de faire de l'injustice. Les populations du Nord, à notre entendement, on le verra plus tard, c'est uniquement les partis signataires. C'est uniquement ceux qui ont pris les armes. Et c'est uniquement la communauté arabo-touareg qui ont pris les armes. Donc là, il y a une très grande injustice. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'un beau jour, les populations du Sud également peuvent se lever pour dire on n'est pas d'accord. Pourquoi une minorité va se retrouver surreprésentée dans toutes les institutions? C'est antidémocratique. Ce n'est pas une discrimination positive, ça. C'est plutôt se préparer pour des lendemains en vue d'aller vers leur fédéralisme et leur indépendance. Lorsqu'on vient à l'article 6, on a, au niveau local, ils disent la région est dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel direct, bénéficie d'un très large transfert de compétences, de ressources et jouit d'un pouvoir juridique, administratif et financier approprié. Le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Ça veut dire directement que nous sommes dans un fédéralisme. Ça veut dire que l'État unitaire n'existe plus. On sera avec des régions-États. Et cela est contraire à notre Constitution. On ne peut pas vouloir garantir aujourd'hui la paix en créant plusieurs présidents. Et cette phrase, non seulement
est nuisible pour la paix, mais en même temps ne garantit pas du tout la stabilité que le Mali est en train de chercher. Et on n'a jamais été prêt pour le fédéralisme. Et même si c'est le cas, il faut que ça soit discuté. Et cela nous amène également à une modification de la Constitution. Mais plutôt que fédéralisme, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça régionalisation? Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça décentralisation poussée, qui est quand même un vieux vœu du peuple malien? On veut bel et bien la décentralisation, on veut bien qu'elle soit même poussée. Les Maliens ne seront pas tellement contre certaines formes de régionalisation. Oui, certaines formes de régionalisation, vous avez bien dit, à condition que ça ne soit pas l'occasion pour certains de se départir du pays. En fait, dans l'accord, il faut comprendre, on n'est pas contre le terme fédéralisme ou le régionalisme parce que c'est un concept qui n'est pas encore connu des Maliens, mais nous savons les arrière-pensées du concept qui est là. C'est ça l'inquiétude. Et l'accord, à partir de ces termes-là, déjà viole la constitution du Mali. Un accord anticonstitutionnel ne peut pas s'adapter, ne peut pas s'appliquer. Mais qu'à cela ne tienne, les gens se sont dit, pour la paix, il n'y a pas de prix, il faut avancer. Et pire, ils vont jusqu'à dire, au niveau national, réactiver et diligenter le processus de mise en place de la deuxième chambre du Parlement sous la dénomination de Sénat, de Conseil de la Nation ou toute autre appellation valorisante de sa nature et de son rôle, et en faire une institution dont les missions et la composition favorisent les objectifs du présent accord. Améliorer la représentation des populations du Nord, l'augmentation des circonscriptions électorales et ou toute autre mesure appropriée. Et à partir de ce point-là, il y a un autre danger qui guette le Mali. Parce que c'est à partir de ce point qu'ils ont décidé de créer le découpage territorial dont le projet a été étouffé dans l'œuf. Et dans ce découpage territorial, permettez-moi de vous faire ressortir juste pour que les Maliens comprennent un peu pourquoi on avait des réticences et quel est le danger de tout ça. Nous avions eu écho du projet du découpage territorial. Et quand on l'avait annoncé, les autorités en place avaient rejeté l'idée en disant que c'était faux. Et plus tard, quand on a fait fuiter le projet, ils sont ressortis pour dire effectivement, le projet existe, mais on allait informer les Maliens 2 semaines à l'avance, ce qui n'était pas vrai. Mais regardez la gravité de ce projet. La région de Sikasso a 4 cercles. Mopti, Ségou avait 4 cercles. Exemple, Taoudeni 6 cercles, Gao 7, Kidal 8 cercles, Taoudeni 6 cercles, Menaka 4. Quelle est la raison logique qui peut justifier que Kidal ait 8 cercles? Parce qu'il faut, comme la loi dit que le cercle a droit à un député, il faut créer plus de cercles pour ces régions-là, et précisément pour Kidal, pour pouvoir avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Si ces régions ont plus de députés, parce que vous parlez de l'injustice dans l'accord, mais si nous devons parler aussi des partitions, si ces régions ont plus de députés dans l'Assemblée, en quoi cela va favoriser quoi que ce soit par rapport à cette partition du pays? Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est déjà de l'injustice. C'est de l'injustice. Vous ne pouvez pas représenter une minorité dans une localité bien déterminée, parce que l'accord, en fait, quoi qu'on puisse dire, ils sont juste en train de jouer avec l'intelligence et je pense que le sentiment d'appartenance à un Mali qui doit toujours continuer à bien vivre, les gens ne veulent pas faire des histoires, mais l'accord est fait pour le nord du Mali. Tout le reste qu'on dit, le reste du pays, c'est juste pour nous endormir. La représentativité au nord du Mali ne peut pas se faire et qu'il y ait une minorité surreprésentée à l'Assemblée par rapport aux sédentaires qui sont majoritaires. Parce que dans ce découpage territorial, les sédentaires Menaka, Tombouctou et même Gao, ils vont se retrouver très minoritaires. Et à ce niveau,
lorsqu'on va aller vers des représentations des chambres régionales, c'est le même problème qui va se poser. Donc c'est une discrimination qui est une injustice et ça ne peut pas apporter la paix. Et au finish, si ils l'ont déjà dit avant la signature de l'accord sur les médias européens qu'ils étaient majoritaires au nord, ce qui n'est pas vrai. Mais s'ils arrivent à montrer numériquement aux Occidentaux qu'ils sont plus nombreux en termes d'élus, donc ils sont plus représentatifs. C'est pourquoi c'est encore grave de le faire. Mais il y a une autre facette de la chose. Pourquoi donner la chance à des responsables djihadistes, narcotrafiquants, de se retrouver élus ou députés à l'Assemblée nationale? C'est également garantir leur immunité, donc c'est garantir l'impunité, donc on n'aura plus jamais la paix. D'accord. Maintenant, on entend parler de la relecture de l'accord. C'est ce qui est aujourd'hui posé sur toutes les tables de discussion aujourd'hui, dans les grains, partout, dans les bureaux. On parle de relecture de l'accord. Et que nous sachions, alors cette relecture, ces principes ne souffrent d'aucune difficulté. Toutes les parties reconnaissent que l'accord peut être relu. Alors si on peut relire cet accord-là, quelles sont, selon vous, les grandes lignes à revoir et qu'est-ce que vous proposez justement en lieu et place de ce qui est dans l'accord? Avant de répondre à cette question, je vais permettez-moi de rectifier, de corriger un peu ce que vous venez de dire. D'accord. Et je trouve que l'affirmation, elle n'est pas fondée. Dire que tout le monde est d'accord qu'il faut aller vers la relecture de l'accord, c'est pas fondé. C'est une conclusion du déni, par exemple. Oui, voici mon fond. Bon, je vous dis... Et le déni, M. Maïga, c'est bel et bien le peuple malien qui a fait ce déni-là quand même. Oui, bien sûr, mais j'ai mes arguments, monsieur. Okay. Vous avez posé votre question. Okay. Ici, sur votre table, vous avez écouté un représentant de la CEMA qui dit qu'ils sont rentrés dans le gouvernement parce que dans la charte, on parle de l'accord, mais on n'a pas parlé de la relecture. Donc, ça c'est un premier point. Le deuxième point, à l'entendement des gens de la CEMA, ils peuvent dire tout ce qu'on veut entendre pour faire plaisir aux Maliens, mais dans leur entendement, toute modification doit être conforme à ce qui est écrit dans l'accord, à l'article 65. Ça veut dire quoi? L'article 65, si vous voulez, pour que les Maliens aient textuellement ce qui est écrit dans l'accord, je pense qu'on ne peut pas faire économie de cela. L'article 65, titre 7, disposition finale. Les dispositions du présent accord et de ses annexes ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement express de toutes les parties signataires du présent accord et après avis du comité de suivi. Ça veut dire qu'il se cache derrière ça parce que ça ne se fera que dans le cadre strict des parties signataires. Mais les parties signataires, le peuple malien n'est pas dedans. Monsieur dit ça. Les partis signataires, les sédentaires ne sont pas dedans. Les partis signataires, les femmes, les jeunes du Mali ne sont pas dedans. Et malheureusement, le gouvernement même est tellement faible, tellement insignifiant vis-à-vis de la CEMA et de ses acolytes, en particulier la communauté internationale, que si on veut faire dans un grand public, au lieu de dire d'ailleurs relecture de l'accord, je préfère qu'on dise la modification de l'accord. D'accord. Modifier vraiment le contenu de l'accord pour que ça soit clair pour tout le monde. Parce qu'en disant relecture, vous avez vu, il l'a dit, mais son prédécesseur que j'ai rencontré sur un autre plateau également a dit. Mais nous faisons tous les jours la relecture de l'accord. À chaque CSA, nous faisons la relecture de l'accord. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la relecture. D'ailleurs, c'est une des grandes questions qu'on se pose. C'est vraiment la grande difficulté de cet accord parce que les trois parties sont juges et comment on appelle, ils sont parties prenantes, en même temps ils sont juges. L'expression juge et partie. Juge et partie. Voilà. Donc, ils interprètent comme ils veulent, ils agissent comme ils veulent. Malheureusement, la partie de la plateforme qui est pro-malienne pèse moins par rapport à l'État même. C'est l'État malien qui favorise la plupart des dérives qui sont dans l'accord. Donc c'est pourquoi je vous dis, la relecture, c'est dit par certains, mais ce n'est pas au fond du cœur.
Est-ce qu'elle est possible? Parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que cette rélecture même est impossible. Mais bien sûr que la rélecture est possible, mais ça dépend de la carrure des gouvernants et du peuple malien. C'est le gouvernement et le peuple qui doivent réellement se parler, montrer la nécessité des points qui doivent changer dans l'accord et mettre leur veto pour que ces points changent et ne pas se limiter à ce seul cadre-là. Parce que rien ne dit ici que les autres ne peuvent pas parler de la réélecture ou de la modification de l'accord. Le peuple malien, c'est le gouvernement qui les représente. Le gouvernement peut dire, je me retire, mais je mets des représentants du peuple bien choisis, qui maîtrisent leur sujet, qui savent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Si on a des interlocuteurs de ce genre, on pourra le faire avec la bonne foi, réellement la bonne foi des partis. Donc c'est possible. C'est pourquoi c'est écrit dans l'article 65. Alors, de ce fait, ce que vous reprochez principalement à cet accord, quels sont les différents points? Pourquoi vous reprochez tout ça? Et qu'est-ce que vous proposez en lieu et place? Par exemple, vous trouvez qu'on va vers la partition du pays. Pourquoi? Et alors, au terme de l'accord, quand on regarde les clauses, ce qu'il y a dans l'accord, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, au peuple, à l'opinion nationale et internationale? Par exemple, au cas où on doit passer à la révision ou à la rélecture. Je vais vous lire ou vous faire voir la correspondance que nous avions adressée au peuple et à tout le monde lors d'un point de presse pour expliquer le contenu de l'accord, les propositions de solutions et les difficultés que nous avions vues dans l'accord. Mais avant d'arriver à cela, il est important de faire comprendre aux Maliens qu'il y a eu des actes qui ont été posés, qui ont poussé les Maliens à douter réellement de cet accord. Et ce n'est pas anodin, c'est une réalité. Je vous dis tout simplement quelques actes. Lorsque nous avions vu une année après que l'État s'est précipité pour mettre des autorités intérimaires, soit disant que c'est dans l'accord, mais ce n'est pas vrai. Les autorités intérimaires, ça n'existe pas dans l'accord. C'est une mauvaise interprétation et qui est faite sciemment pour mettre les autorités intérimaires en place. Et finalement, quand ils sont passés à l'Assemblée, l'Assemblée a rejeté l'idée de commencer par le Nord et tout ça là en disant que la loi, elle est générale. Et puisque cela ne les enchantait pas et qu'ils étaient pressés d'avoir une représentativité sur le terrain pour contrôler plus de terrain et récompenser leurs combattants, ils se sont précipités pour aller faire ce qu'on appelle une convention subsidiaire numéro 001, coordination, plateforme et gouvernement. Et cette convention, permettez-moi de vous dire, non seulement l'Assemblée n'a pas vu, le gouvernement n'a pas vu le contenu, mais ce qui est dedans est encore plus grave et insultant. Parce que dans cette convention, pour mettre les autorités intérimaires en place, il faut signaler qu'on dit, au niveau des collectivités territoriales des régions, l'autorité intérimaire comprend 12 membres. 4 membres désignés par le gouvernement, 4 membres désignés par la plateforme et 4 membres désignés par la coordination. Déjà, c'est comme si ces mouvements armés illégitimes, ces mouvements armés illégaux sont l'équivalent du gouvernement du Mali. Et sur le terrain, nous avons constaté que même les 4 personnes qui ont été octroyées par l'État au gouvernement sont en fait d'obédience de la SEMA. Ça nous a mis à terre. Et ils sont partis jusqu'à dire qu'il y a une présidence de région et puis des vice-présidences qui sont désignées équitablement entre l'État, la plateforme et la SEMA. Et comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu des représentants auprès de chaque gouverneur dans les régions du Nord. Ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est pas écrit dans l'accord. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train de contrôler plus de territoire et ils sont en train de contrôler même l'État.
Malheureusement, nos autorités sont tombées dans le piège. Mais ce document est paraphé, il est signé. Je peux montrer aux téléspectateurs, téléspectateurs. Le document, il est paraphé, il est signé. Maintenant, qui sont ceux qui ont signé ce document-là? Ils sont là. On a, je ne sais pas, Sidi Ibrahim Ould Sidati ou quoi, et puis Maître Haruna Touré. Et puis l'autre, je ne sais pas, c'est Cheikh ou Konaté. En tout cas, les trois paraphes sont là. Alors ça, on s'est dit, les dérives vont commencer. Ça va être très grave qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, on s'est dit, s'il y a une chance de continuer avec cet accord-là, voyons le prochain acte qu'ils vont poser. Si cet acte-là nous permet d'espérer, on va espérer. Mais si ça ne nous permet pas d'espérer, ça veut dire qu'on va de mal en pis. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Au niveau de l'Assemblée, ils ont voté des lois pour mettre ce découpage territorial-là en marche, mais pas dans l'intention de l'accord. Les lois de 2012 sont complètement différentes des lois de 2017. La loi 051, 52, 53 de 2017 des collectivités territoriales sont différentes de la loi de 2012. Mais nous avons vu que même à ce niveau, il y a de l'injustice. Nous avons vu qu'ils ont fait fi, les autorités maliennes ont fait fi de tout ce qui était dans ces différentes lois-là pour mettre ces autorités intérimaires anarchiquement, en violant toutes les lois de la République. Donc nous avions compris que l'État même est en train de travailler en faveur de ces gens-là. Donc, si nous restons comme ça, on aura plus de chances de faire quoi que ce soit. En 2018, à notre grande surprise, on nous dit qu'il faut aller avec une feuille de route accélérée de la mise en application de l'accord. Malheureusement, nous avions constaté que dans une disposition, article 7, qui nous dit en cas de divergence dans la mise en œuvre de l'accord, les décisions et les arbitrages de la médiation internationale auront un caractère exécutoire en vue d'accélérer la mise en œuvre du dit accord, conformément à l'article 52. Ça veut dire que même notre souveraineté revient à la médiation internationale, donc à l'Algérie qui est chef de file de la médiation. Ça, c'est quand même une insulte. Et les autorités sont là, les partis signataires sont là, personne ne trouve le mot à dire. Et là, on est plus inquiet parce qu'on se dit, aujourd'hui, même la communauté internationale est complice de cette situation. Il faut qu'on le dise. On ne peut pas cacher la vérité. Nous avions vu également dans l'accord qu'on parle d'armées reconstituées. Mais dans le même pays, vous voulez parler d'armées reconstituées, malheureusement, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des ressortissants des populations du Nord dans cette armée reconstituée de façon significative. Et dans leur relevé de conclusion, je note quand même quelque chose que je n'avais jamais compris. Il y a 25 pages, mais nous n'avons que 10. Donc on ne sait pas quel est le reste. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? En tout cas, la plateforme a refusé de parapher ce document. Et dans ce document que la plateforme a refusé de parapher, si on prend l'article 9, il répète la même chose. Les questions de sécurité et de localité faisant l'objet de conflits, de discords, tout ça, les questions de participation, de la représentation des combattants et des populations des régions du Nord au sein des forces de défense et de sécurité seront traitées par le mécanisme compétent prévu à l'article, prévu par l'accord. À ce titre, la médiation veillera, l'article 22, tant. Bon, c'est les mêmes choses qu'ils disent pour confirmer ce que l'accord a dit. Il faut plus de représentants du Nord. Et même dans le commandement de cette armée reconstituée, il faut qu'il y ait plus de représentants du Nord. Mais c'est de l'injustice tout ça. Dans le même pays, on a l'armée normale, l'armée régulière, et après on a l'armée reconstituée. Et de façon discriminatoire parce que majoritairement composée dans le commandement et dans les hommes de troupes des ressortissants du Nord. On s'est dit ça, c'est de l'injustice. Parce que les populations du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Où est-ce qu'on peut apporter la confiance entre les hommes en intégrant des anciens rebelles qui ont plusieurs fois quitté les rangs de l'armée et qui reviennent intégrer? Oui, mais quand même, il y a eu une motivation
qui a amené les signataires à aller vers l'armée reconstituée, c'est par rapport aux bavures de l'armée, pour que les populations du Nord quand même puissent aussi avoir foi en cette armée-là qu'elles voient en longueur de journée. Malheureusement, les bavures de l'armée ne peuvent pas être une raison pour douter de l'armée. Les bavures, toutes les armées en font. Les gens aujourd'hui, l'armée française, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en Centrafrique? Alors, pourquoi on n'est pas parti dire qu'il faut faire une armée reconstituée en France? Ça n'a jamais été dit. C'est pour vous dire tout simplement que ces bavures sont parfois même inventées. Ces bavures sont parfois inventées. Et retenez une bonne fois. Chaque fois qu'on parle de population du Nord, comprenez qu'on ne parle pas des sédentaires, qu'on ne parle pas de ces Bambara, Soraï, Peul, Sinefo et tout ça, qui sont là-bas, les belles là. Ce n'est pas eux. On parle de ceux qui ont pris les armes. On parle de ces combattants, de ces mouvements armés, rebelles. C'est ce qui fait toute la difficulté. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui a trahi ses camarades de lutte dans l'armée, qui est parti se battre, qui revient retourner l'arme contre son pays et dire que ce même monsieur, il a toujours l'arme et que vous devez continuer à travailler ensemble. Mais qu'est-ce que tu dis qu'il ne va pas reprendre la même chose? Alors, l'idée de l'armée reconstituée est une erreur monumentale. Et nous, on dit que ça ne pouvait pas aller. En plus de cela, ils ont parlé du mécanisme opérationnel de coordination qui doit faire des patrouilles mixtes avec plusieurs de ces mêmes combattants, dans les mêmes proportions, parce que tellement que l'État s'est ridiculisé, l'État s'est rabaissé à tous les niveaux. Quand il s'agit de partager quelque chose, c'est de façon équitable avec l'État. Ce qui est quand même grave et humiliant. Donc, même dans ces patrouilles mixtes, l'État allait se retrouver avec les mêmes rebelles, les mêmes narcotrafiquants et djihadistes armés, lourdement armés, et qui allaient faire les patrouilles avec eux. Qu'est-ce qui dit aussi à l'armée que ces gens-là ne vont pas les canarder une fois arrivés au nord? D'accord, nous allons... C'est une grosse difficulté qu'on ne peut pas comprendre. Ça nous a amené réellement à nous dire, est-ce que cet accord est fait pour être appliqué? Ça m'amène au cantonnement. Le cantonnement devrait être fait 30 jours. 30 jours après la signature de l'accord. On nous parle de bonne foi des partis signataires. Mais je vous dis, quand on a commencé à demander aux partis signataires d'amener leur liste, particulièrement la SEMA et la plateforme, d'amener la liste certifiée de leurs combattants, mais ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Et aujourd'hui, le chiffre que j'ai entendu, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils ont refusé de faire le cantonnement pour ne pas être désarmés. Ils parlent de cantonnement, ils parlent d'intégration, ils parlent de DDR. Mais quand tu regardes comment tout ça là est emboîté les uns dans les autres, tu te rends compte que c'est pour compliquer davantage la mise en application de l'accord. C'est pour cela que nous pensons que cet accord ne nous amènera nulle part. Parce que ces dispositifs dont je viens de parler, vous ne pouvez pas les appliquer et avoir la paix. J'attire l'attention de la population malienne et des autorités de la transition. Ils sont en train de parler de police territoriale. C'est une notion qu'il faut regarder. Parce que moi, j'aurais préféré qu'on dise police municipale. Donc, de la police sous la tutelle du maire. Mais c'est le cas déjà. Non, non. On ne sait pas ce que ça veut dire police territoriale. Et au stade où la transition est en train d'en parler, malheureusement, je vais vous dire, personne n'est prêt, personne ne sait le contenu de cette police territoriale. Mais c'est justement parce que de l'autre côté, des rebelles et tout ça, il y a des gens qui sont déjà prédisposés à être dans cette police territoriale et à la charge de l'État. Donc une duperie, la même manière qu'ils ont fait avec les autorités intérimaires, c'est cette même manière qu'ils veulent faire avec cette police territoriale. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la manière. Et il faut un contenu après la modification de l'accord pour que les Maliens s'en approprient. Et ça ne doit pas s'appliquer exclusivement au nord. S'il y a une police municipale, il faut que ça soit sur l'étendue du territoire national, que dans chaque commune ou dans chaque cercle, que le maire ait des policiers sous ses ordres. Mais ce n'est pas le cas. C'est un gros piège. On ne peut pas donner la capacité à des gens que vous voulez désarmer à détenir légalement des armes. C'est ce que ça veut dire en réalité. La police territoriale
Le nom, moi, ça m'effraie. On n'a qu'un seul territoire, on ne peut pas avoir plusieurs policiers. En tout cas, ce qui est sûr, nous sommes en 2021, M. Maïga. Le contexte a considérablement changé. Si autrefois c'était d'un côté l'État, le gouvernement malien, et de l'autre côté les groupes armés, aujourd'hui nous avons et l'État et les groupes armés, ensemble nous avons d'autres acteurs, d'autres ennemis de la paix chez nous. Est-ce que le contexte actuel ne nécessite pas alors de voir un autre accord avec les groupes armés, avec les nouveaux acteurs? Je n'en disconviens pas, mais en fait, c'est pourquoi nous parlons de modifier le contenu de l'accord. Si tout le monde est de bonne foi, nous modifions l'accord et nous partons ensemble. Autrement dit, même si on modifie l'accord, comme un accord, qu'il n'y ait aucun blocage au niveau de la relecture, de la modification, et qu'on veut bien appliquer alors cet accord entre l'État malien et les groupes armés d'antan, est-ce que ça va nous donner la paix tant recherchée en présence de ces acteurs nouveaux qu'on peine même à identifier? Mais vous savez, tous les acteurs sont identifiés. Ça, je suis convaincu que les acteurs sont identifiés et simplement la mauvaise foi de la communauté internationale, à la tête de la France, fait que nous sommes dans ce bourbier. N'oubliez pas que l'armée malienne avec Serval était allée jusqu'à la porte de Kidal et que c'est l'armée française qui a refusé que l'armée malienne entre à Kidal. Ce jour, ça n'était terminé pour ce problème d'insécurité. Mais ils l'ont fait, ils ont installé le MNLA qui n'existait plus sur le territoire malien. Et après ça, ils ont permis à d'autres acteurs de changer de manteau et de se retrouver dans une coordination qui nous amène l'insécurité. De jour, ils sont X, la nuit, ils sont Y. Ils sont tous répertoriés. C'est pourquoi les résolutions des Nations Unies, ils ont cité quand même des noms. Les résolutions des Nations Unies ont même parlé du trafic de drogue qui fait qu'on est dans cette insécurité. Et on connaît les responsables de tout ça. Les experts des Nations Unies ont expliqué dans un rapport de 105 pages tout ce que vous pouvez imaginer comme les sources de cette insécurité et les acteurs de l'insécurité. Mais malheureusement, c'est notre État qui est failli. C'est notre État qui ne cherche pas de solution. En réalité, c'est notre État qui s'est tellement rabaissé qu'aujourd'hui, la communauté internationale, la France surtout, préfère tirer aussi son épingle du jeu. C'est ça la réalité. Donc, si nos camarades, nos frères de la CMA et plateforme et tout le reste, de bonne foi, acceptent qu'on modifie cet accord, et même ceux dont tu parles, s'il s'agit des djihadistes, ce même dialogue a demandé de négocier avec les terroristes. Iyad, il est malien. Amadou Koumfa, il est malien. Mais rien ne doit nous empêcher de discuter avec eux. On avait même un moment commencé à discuter avec eux. Ce sont ces mêmes Français, cette même communauté internationale qui nous a empêchés d'aboutir. Parce que cette paix au Mali n'est pas leur agenda. Ils veulent diriger la paix au Mali à leur goût, en fonction des enjeux. Parce que le cas du Mali, c'est vraiment un cas réfléchi. C'est vraiment un complot international dans lequel le Mali est tombé. À cause justement des ressources, qu'on le veuille ou pas, c'est la raison. Mais que reprochez-vous finalement à la communauté internationale? Parce que vous revenez très souvent là-dessus. C'est la troisième fois que vous en parlez. Oui, vous savez, je suis écœuré de voir que toute cette puissance qui réside dans cette communauté internationale, presque les 5 premières puissances au monde, économiquement, sur le plan armement et tout, dire qu'ils sont venus au Mali, incapables d'apporter la paix, incapables de déloger 1 millier de personnes. Je ne suis pas d'accord. Et ce qui me fait encore plus mal, nous avions vu
avant la signature de l'accord, des officiers français débattent et ils ont conclu qu'il faut un fédéralisme pour le Mali. Et l'accord en tant que tel, c'est purement du fédéralisme. Donc ce n'est pas fait pour nous. C'est fait à leur goût. Deuxièmement, je ne comprends pas comment est-ce que c'est chaque fois des responsables français, comme Yves Le Drian et le reste, qui sortent des propos inimaginables. Lorsque Yves Le Drian va jusqu'à dire qu'il y a deux peuples qui cohabitent au Mali. Mais depuis quand il y a deux peuples au Mali? Depuis quand? Ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait compris. Et ça, c'est fait exprès, c'est fait à dessein. Il n'y a pas deux peuples au Mali, c'est le peuple malien. Nous avions vu tous les mensonges qui ont été orchestrés autour de la mise en application de l'accord. On nous dit qu'il faut aller réviser la Constitution pour l'adapter à l'accord. Mais malheureusement, on ne peut pas adapter notre Constitution à l'accord. C'est l'accord qu'il faut adapter à la Constitution. Il y a des gens même qui se posent la question, mais où est-ce qu'on a dit qu'il faut modifier la Constitution? L'accord n'a pas dit. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un article qui parle de diligenter les textes constitutionnels et juridiques. Mais les textes constitutionnels, c'est quoi? On sait que c'est aller vers la modification de la Constitution et peut-être qu'il faut diligenter cela. Mais pourquoi nous demander tout ça si c'est pour juste avoir la paix? Et ça, c'est eux, la communauté internationale, qui s'active. Venons maintenant à la MINUSMA. La MINUSMA qui est chargée de construire 24 sites de cantonnement pour désarmer. À cette date, la MINUSMA n'a pas construit les 24 sites, ils sont à 8. Alors qu'ils ont $1 milliard de budget par an. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Et au lieu de faire ces sites de cantonnement, pour que les gens désarment et avoir la paix, ils vont aller rentrer dans la politique, ils vont jusqu'à construire des aéroports, alors que l'essentiel, c'est d'abord de déposer les armes. Ça, c'est une complicité. Mais je vous dis, je l'avais déjà dit, je ne reviens pas dessus pour ne pas abuser du temps. La composition de la MINUSMA laisse à désirer. Parce que toutes les responsabilités au niveau sécuritaire de la MINUSMA sont confiées à des Français. D'où le blocage. Donc pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que cette France dont nous n'avons jamais de problème avec ses ressortissants, aujourd'hui ses dirigeants de Sarkozy, Hollande, Macron sont en train de nous rendre la vie difficile. Ils sont aujourd'hui, tout le malheur qui s'abat sur le Mali est dû à ces trois hommes-là et ses complices. Donc c'est pourquoi moi j'accuse cette communauté internationale. Cette communauté internationale qui est citée dans l'accord, qui a participé à l'élaboration de l'accord, à tout le processus de Ouaga jusqu'à Alger. Mais quand il y a des dérives, ils s'empressent à condamner l'État du Mali, mais ils ne s'empressent jamais à condamner la CEMA. Vous avez vu toutes ces déclarations qui circulent à longueur de journée. Depuis quand vous avez une seule fois entendu que cette communauté internationale a dit non, arrête. Arrêtez, ça ne peut pas marcher. Cette communauté internationale est invitée à chaque année pour fêter l'invitation de l'indépendance de leur fameux Azawad. Mais je vous en prie, vous ne pouvez pas venir pour stabiliser le Mali et être à côté de ceux qui veulent diviser le Mali. Il y a plusieurs exemples. Mais je vais vous dire que c'est du business. C'est du business pour eux. Ils sont venus, quand la France rentrait en danse, j'ai aujourd'hui le document sous la main, nos autorités n'ont jamais voulu nous faire comprendre comment est-ce que la lettre passée entre la transition de Yankunda et la France s'est passée réellement. Ils n'ont jamais voulu nous donner les véritables explications. Ils n'ont jamais voulu nous donner les autres clauses. Mais regardez, journal officiel de la République française. Journal officiel de la République française. Et ils sont obligés de publier, ils l'ont publié. Mais nous, au Mali, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Mais quand ils venaient, ils n'ont jamais parlé de Sahel. Jamais. Personne n'a entendu parler de Sahel. Tant que c'était Serval.
C'était le Mali. C'est quand ils ont compris qu'il y a un État failli au Mali, qu'il y a des hommes qui sont prêts à vendre le Mali pour garder le pouvoir, qu'ils se sont dit, alors, là, on peut aller vers notre projet de 1957, l'OCRS. Parce que ça, c'est un projet pour les ressources. D'où la notion de se battre pour le Sahel. Parce qu'il faut couvrir une zone. Il faut couvrir cette zone pour leurs intérêts futurs. Donc moi, nous pensons, notre association et tous ceux qui nous conseillent à l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes écœurés du comportement de cette communauté internationale au Mali. Parce que véritablement, ils cherchent tout sauf la paix. Ils cherchent tout sauf la réconciliation. Et nous remarquons sur le terrain que les Maliens, alors, sont nombreux, on n'est pas encore eu accès à cet accord-là. Il y a beaucoup de Maliens qui ne l'ont pas encore lu. Vous, en tant qu'association, quelles sont les actions dans ce sens-là que vous avez posées afin d'expliquer le contenu de l'accord? Mais, monsieur dit ça, nous avions posé beaucoup d'actes. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Africable. Au nom de l'association Gaolama, au nom de l'association Songeganda, au nom de la coalition contre la partition du Mali, Igdate, Mali Tetla et d'autres, au nom de la diaspora. Parce que sur ce plateau-là, je me rappelle, quand je disais aux Maliens, faites attention, nous ne sommes pas dans un problème du nord du Mali. Nous sommes dans un problème existentiel du Mali. Je pensais que l'écho de Africable pouvait permettre à beaucoup de gens de se réveiller et de comprendre. Ils ne l'ont pas fait. C'était un appel. Nous avions écrit plusieurs lettres au président de la République, le président déchu. Plusieurs lettres ouvertes. Jamais de réponse. Maintenant, nous avions écrit, je vous donne la dernière lettre qui date de 2020, nous l'avons adressée au Premier ministre. Nous avions écrit au ministre de la Réconciliation, même de cette transition. Nous ne faisons qu'écrire et proposer des solutions concrètes. Nous ne faisons qu'alerter. Les jeunes de Gao, pourquoi ils sont morts? Le 12 juillet 2016, que leur âme repose en paix, les jeunes de Gao, 3 d'entre eux ont perdu leur vie. Et plus d'une quarantaine gravement blessés, parce que la population de Gao a dit qu'elles ne sont pas d'accord pour les autorités intérimaires. Et voilà qu'ils ont été fusillés comme des animaux. Et à présent, il n'y a pas eu de suite par rapport à ce dossier au niveau de la justice. Nous sommes en train de suivre tout ça. Nous avons porté plainte au niveau de la justice contre ceux qui étaient là au pouvoir. Pas de suite. Nous avions passé, par exemple, la coalition contre la partition du Mali, Igda Tetla, après le projet de découpage territorial qui allait découper définitivement tout le Mali et aller vers la partition, nous avions créé cette coalition, Igda Mali Tetla. Igda qui veut dire ça suffit et c'est Tamashek. Et je profite de l'occasion pour dire, c'est à cause de 2 personnes que nous avons mis ce mot Igda en Tamashek. Paix à son âme, le professeur Isbeiti Agadou et Madame Maïga Banka Maïga, qui est métisse. C'est à cause d'eux et à cause de toute la communauté Bella que nous avons mis ce mot pour dire ça suffit. Parce que c'est Touareg dont on parle, parce qu'ils sont clairs. Ils parlent la même langue que les Bella qui sont noirs. C'est la même chose. Et nous avions fait Ségou pour expliquer le contenu de l'accord et du projet de partition. Nous avions été à Sikasso 2 fois. Nous avions été à Koulikoro. Nous avions animé plusieurs conférences ici à Bamako pour expliquer les dangers de l'accord et du projet de découpage territorial. Alors, et comme nous sommes maintenant à 5 minutes de la fin de notre émission, M. Maïga, vous aviez dit tout de suite que vous n'aviez fait qu'écrire et proposer. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer, à nous, téléspectateurs d'Africable Télévision, comme solution de sortie des crises? Si vous me permettez, juste vous le dire, quand nous avions proposé ces solutions, on a dit, on n'a pas parlé des conséquences de tout ce que l'accord a fait comme dégâts, mais voilà, c'est tout ça là, c'est des pages. Hein. Tout ce qui est en rouge, ce sont des articles qui sont à modifier. D'accord. Donc ça, moi je vous laisse ça, Africable, pour voir tout ce que nous avions proposé. Et nous avions fait presque le bilan de l'accord. Nous avions produit un document avec nous
qui presque analyse article par article l'accord. Tout ce fichier est disponible. C'est nous qui l'avons fait, mais c'est pour les Maliens. Chacun peut demander ce fichier, le prendre et l'améliorer pour l'intérêt du peuple malien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si je dois dire quelque chose, franchement, aux Maliens, c'est qu'ils comprennent. Aujourd'hui, ils doivent prendre tout leur courage, se dresser comme un seul homme et demander qu'on aille vers la modification de l'accord et d'arrêter tout ce qui est en train d'être mis en place, soi-disant mise en application de l'accord. Il faut qu'on arrête cela, qu'on regarde le contenu et qu'on avance calmement et sûrement ensemble. Parce que nous autres, je vais le dire de façon peut-être terre à terre pour que les gens comprennent. Le danger qui nous guette, il est multiple. Le Mali peut se retrouver divisé en deux États. Mais nous qui sommes du Nord, il y a plusieurs scénarios. Soit c'est la catastrophe, parce que nous les sédentaires, on n'acceptera jamais la domination de qui que ce soit. On ne sera jamais, je vous dis, jamais dominé par qui que ce soit. Donc on va passer le temps à s'entretuer au Nord et rien ne marchera plus pour le Nord. Première possibilité. Deuxième possibilité, nous pouvons rester au Nord, s'entendre parfaitement, tous ceux qui sont au Nord s'entendre parfaitement et le Mali est divisé. Nous qui sommes des cadres, des intellectuels et tout ça, mais ça ne nous empêchera à rien d'avoir un emploi au Nord. Parce que vous savez que les cadres et tout ça, c'est une denrée rare même pour le Mali. Et rien ne nous empêchera d'avoir de l'emploi là-bas. Mais nous avons dit le Mali. C'est le Mali qui nous intéresse. Nous sommes fiers du Mali. Nous sommes fiers de l'histoire du Mali, de ses empires. Je vous donne un exemple. À présent, sur la planète, aucun homme n'a détenu autant de tonnes d'or que Kankou Moussa. Le seul homme sur terre qui a fait chuter le prix de l'or. Alors, c'est une fierté. Sans oublier les empires, les royaumes. Aujourd'hui, nous devrons nous battre parce qu'on a des hommes compétents, on a les ressources qu'il faut, on a la terre, on a la superficie qu'il faut. Rien ne nous empêche d'avancer. Malheureusement, on n'a pas la volonté. Donc il faut que les Maliens changent de mentalité, que les Maliens acceptent souffrir pour que le Mali avance. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas un combat contre un homme ou ce n'est pas un combat pour un régime ou pour un clan politique. C'est pourquoi vous me voyez rarement parler de politique sur les plateaux. Donc les Maliens doivent comprendre le danger aujourd'hui qui nous guette. On peut transformer ce danger en une très grande opportunité. Une opportunité d'aller vers la refondation du Mali à travers des assises nationales souveraines de refondation du Mali. Donc d'une pierre, on fera plusieurs coups. On peut regarder tout ce qui ne va pas au Mali, y compris l'accord. On sort avec des solutions appropriées, décidées par le peuple souverain du Mali. Et même le président qui va venir après les élections transparentes et crédibles, ce président sera contraint d'aller dans ce sens où le peuple dira stop. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, je vous dis, je ne vois pas de lendemain meilleur. Et dans les scénarios que j'avais oublié de dire, s'il y a division, il faut éviter une chose. Un État vaillou à côté d'un État, les deux n'auront jamais la paix. Parce que si le Mali est divisé par la faute d'une minorité dans une minorité, je peux vous dire que le reste du sud du Mali n'aura jamais la paix. Donc le Mali doit se réveiller et les Maliens doivent se réveiller. Merci Monsieur Maïga d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Théma qui recevait ce soir Monsieur Abdelkader Maïga, président de l'association Gaoulama Mali, président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Titla. Avec lui, nous avions parlé du contexte de la signature de l'accord d'Alger, les avancées, les difficultés, mais aussi et surtout la grande problématique de la relecture de cet accord et les propositions que IGDA, Mali Titla, que Gaoulama pouvait nous proposer comme solution de sortie de crise. Alors nous avons procédé de cette façon. Aujourd'hui, nous avons pris M. Maïga.
très prochainement, nous allons faire appel à des représentants d'autres groupes signataires de cet accord-là pour que nous puissions avoir des exposés sans vraiment débat, sans tiraillement, que chacun vienne s'expliquer. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.